Hello tout le monde, ici le prof Marvel, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et sûrement la dernière vidéo bilan résumé sur la série des Agents du Shield, puisque la saison 7 qui vient de sortir aux États-Unis est la dernière saison de la série, c'est la conclusion de toute une histoire qui a commencé en 2013, qui faisait suite à Avengers, qui remettait en devant de la scène Coulson et de nouveaux personnages. Et vous savez que la fin de la saison 5 aurait pu servir de conclusion. Ils avaient repoussé le truc jusqu'à une saison 6. Si vous vous rappelez, j'ai moi-même regardé la vidéo de mon bilan sur la saison 6. C'était pas ma préférée et avec du recul, je commençais à me dire que le concept des agents du Shield avait été peut-être étiré un peu trop loin et j'avais peur de comment allait se terminer la série parce que la fin de la saison 5 aurait vraiment pu servir de fin vu que c'était l'objectif initial. Et j'ai regardé la saison 7 du coup avec cet a priori et franchement, pour être très honnête, eh bien, j'ai du mal à me décider entre qui de la saison 5 ou de la saison 7 est la meilleure fin. J'ai beaucoup aimé la saison 7. C'est pas ma saison préférée, encore une fois, mais je l'ai beaucoup plus aimé que la saison 6, ça c'est sûr et certain. Et la fin est très bien, mais par rapport à la saison 5, je sais pas laquelle des deux je préfère. Est-ce que j'aurais préféré que ça se termine comme ça se termine en saison 5 ? C'est très dur à dire. Donc, voilà. Alors cette vidéo ne sera pas une vidéo bilan résumé, je pense que je vais la séparer en deux parties, c'est-à-dire que là je vais juste vous faire un résumé de la saison, et puis je ferai une autre vidéo, je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine ou plus tard, pour vous donner vraiment un avis où vraiment là je parle de la série en tant que critique, un peu comme je fais pour les Parlons Marvel. Donc voilà, si vous ne voulez pas en savoir plus, je vous invite fortement à quitter la vidéo puisque vu que c'est un résumé de la saison, pardon, je vais spoiler beaucoup de choses, majoritairement l'essentiel, mais je vais essayer de vous garder quelques trucs de secret si vous ne l'avez pas encore vu, comme ça vous aurez encore quelques surprises, mais sachez que l'essentiel de l'intrigue et des choses principales seront dites, donc vraiment si vous ne voulez rien savoir, partez maintenant. Donc, petit rappel de ce qui s'était passé à la fin de la saison 6. On rappelle que l'antagoniste principal, c'était Aizel et Sarge, qui était un pseudo-Coulson. Et Gemma était arrivée avec un Queen Jet amélioré et avait sauvé un peu l'équipe après avoir vaincu Aizel. On apprenait que du coup, le Shield allait devoir voyager dans le temps pour vaincre la menace Chronicom. Et la fin de la saison nous laissait arriver dans les années 30 avec un Coulson LMD. Et, et voilà, voilà, en gros c'est un peu ça, désolé, je vais essayer vraiment de faire un tournage sans trop lire mon texte. Donc pour vous faire un récapitulatif de la situation vraiment comme telle qu'elle est au début de la saison 7, on a d'un côté du coup les Chronicom, pour rappel ce sont des espèces de robots venus de l'espace, en gros c'est ça, et ils cherchent un endroit où vivre après que leur planète ait été détruite, leur planète s'appelait Chronica je crois, quelque chose dans le genre. Ils étaient déjà là depuis un petit moment, notamment au travers du personnage de Enoch, qui est du côté du Shield, mais qui est un Chronicom. Et donc là, vraiment, on les affronte dans cette dernière saison. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont, ces Chronicom, comme particularité ? Qu'est-ce qu'ils ont en leur possession face au Shield ? Alors, tout comme Gemma qui revient avec un Queen Jet qui est capable de voyager dans le temps, ils ont la technologie pour voyager dans le temps, parce que sinon ça n'aurait pas de sens. Il faut savoir qu'ils ont réussi à voler la boîte noire de Fury, dans laquelle se trouvent absolument toutes les données du Shield. Ils veulent s'emparer de la Terre et éliminer les humains pour assurer la survie de leur espèce. Mais pour ça, eh bien, il faut qu'ils détruisent le Shield. Ils ont aussi la possibilité de voler les visages des êtres humains, c'est un peu comme les Skrulls, mais en moins bien. Et ça tue la personne en question, vu que la personne n'a plus de visage. Donc voilà. Et ils sont dirigés par une prédictrice du nom de Sibyl,
qui possède la technologie du flux temporel. Et en gros, le flux temporel, ça permet de voir différents avenirs et ça te donne les probabilités statistiques que cet avenir, selon telle ou telle action, se produise. C'est un peu comme une pierre du temps qui permet de visualiser un peu tous les avenirs, mais par contre ça permet vraiment pas de voyager dans le temps, de le ralentir ou de l'avancer. C'est juste une vidéo sur les différents avenirs possibles. Pour vous donner un exemple de fonctionnement, mettons mon objectif, c'est d'aborder une fille. Je vais utiliser mon flux temporel et le flux temporel va me dire, bah voilà, il y a 3 avenirs qui sont possibles, il y en a un où tu vas réussir à l'aborder, où ça va super bien se passer, il y en a un autre où tu vas réussir à l'aborder mais elle va pas avoir le temps et donc du coup ça va mener à rien. Et il y a un autre futur où ça va vraiment très très mal se passer, tu vas t'en prendre plein la tronche et de toute façon t'avais pas à le faire. Donc voilà, en gros le flux temporel c'est ça, et mettons par exemple si je me concentre sur ce premier avenir et que je me dis ah le futur où je vais réussir à l'aborder ça va très bien se passer, alors quelle action va me permettre de réussir à augmenter mes chances que ce futur arrive? Et bah le flux temporel va me dire bah voilà, si tu lui fais un signe de la main avec un sourire très honnête et très... j'ai pas de mots, j'allais dire très élégant, mais voilà, tu lui fais un sourire, et bah tu vas avoir 22% chances de plus que ton futur se produise. Et à l'inverse, si tu lui fais un gros doigt d'honneur bien sale, bah là, mon pote, la probabilité que ce futur arrive, il est réduit de 67%, donc voilà. En gros, c'est un peu comme ça que marche le flux temporel, et vous vous doutez bien que ça va donner un avantage certain au Chronicom, vu que puisqu'ils possèdent en plus la boîte de Fury avec toutes les infos du Shield, ils vont pouvoir d'une part revenir dans le temps et d'autre part réussir à tirer sur les bonnes cordes au bon moment du temps pour faire en sorte que le Shield n'existe pas ou ne soit jamais créé, qu'il soit détruit, enfin vraiment tuer les bons acteurs entre guillemets, tuer les bonnes personnes. Et donc voilà, c'est ce à quoi l'équipe du Shield va devoir faire face. Donc ils ont quand même une sacrée longueur d'avance. Du côté du Shield, alors comme je vous l'ai dit, on reprend à la fin de la saison 6, Heysel et Sarge ont été éliminés, Jemma est venue avec des hommes en combinaison pour rapatrier l'équipe du Shield dans un Zephyr qui a été amélioré et conçu pour voyager dans le temps. May a été cryogénisée puisqu'elle a été poignardée dans une autre dimension, celle d'Heysel. Et Yo-Yo a été infectée par un Shrike et elle a perdu ses pouvoirs. Et en plus, Fitz n'est pas présent car c'est lui qui, dans les coulisses, aide le Zephyr à voyager dans le temps pour que le Shield puisse justement suivre les Chronicom. Jemma ne connaît pas la localisation actuelle de Fitz pour éviter justement que les Chronicom remontent jusqu'à lui et empêchent à l'équipe de les poursuivre en le tuant. Par ailleurs, Jemma précise que Fitz leur enverra un message au moment venu et qu'elle ne doit pas le contacter en attendant. Et enfin, comme je vous l'avais dit, une version de Coulson en LMD a été construite avec un logiciel Chronicom en plus. Et le nouvel objectif de l'équipe, c'est de poursuivre les Chronicom à travers le temps pour les empêcher de détruire le Shield, puisqu'ils décident de voyager dans le temps pour empêcher que le Shield soit détruit. Voilà, je pense que voilà, on est assez clair sur les enjeux de la saison 7. Donc ça, c'est le postulat de base. On arrive donc à l'épisode 1. Les Chronicom voyagent dans le temps, le Shield les suit et ils arrivent en 1931, à l'époque de la Prohibition. Et l'objectif des Chronicom, c'est de prendre l'apparence d'agents de police pour se rendre à une conférence d'un personnage historique, un vrai de notre histoire, qui dans le MCU est à l'origine de la création de la SSR et donc par extension du Shield. Je ne vous dis pas d'ailleurs qui est le personnage pour minimiser le spoil, mais d'ailleurs j'ai trouvé ça vraiment très sympa. En réalité, c'est pas le vrai objectif des Chronicom, parce que c'est qu'une diversion. Leur vraie cible, c'est un certain Wilfrid Malik, le père de Gideon Malik, le méchant de la saison 3. Petit rappel, il faisait partie du Conseil de sécurité mondiale qui dirigeait le Shield à l'époque d'Avengers 1, et c'est le mec qui a essayé de ramener Alveus sur Terre pour qu'il puisse prendre le contrôle de la planète. Donc les Chronicom veulent tuer ce gars-là, car il doit remettre des fioles contenant un liquide bleu,
Et sur ces fioles, il y a le logo d'Hydra. Alors je rappelle qu'Hydra existait bien avant le film Captain America First Avenger, donc il n'y a aucune incohérence à voir leur logo dans les années 30. Et cet ingrédient, j'espère que vous vous doutez de ce que c'est, sera l'ingrédient d'un sérum qui va indirectement causer beaucoup de bonnes choses et beaucoup de mauvaises dans le MCU, et qui va donc pousser la SSR à combattre Hydra, et donc plus tard à devenir le Shield. Donc en gros, en tuant Malik Senior, on empêche la montée en puissance d'Hydra, et donc on empêche la montée en puissance de la SSR, et donc le Shield n'est pas créé puisque Hydra n'est pas une menace. Donc en résumé, pour sauver le Shield, il faudra que l'équipe sauve Hydra. Fin de l'épisode 1. Ça commence très fort, déjà, juste ça commence très fort, et on va passer direct à l'épisode 2. On arrive à ce problème du coup de sauver, il faut sauver Hydra, et Daisy elle est pas du tout chaude, elle est plus justement pour qu'on tue Malik, mais Coulson dit que non, il faut préserver la ligne du temps, et qu'il faut sauver Malik parce que sinon les Chronicom gagnent. Donc vous vous en doutez, il va y avoir une occasion de tuer Malik, mais elle ne sera pas saisie, et il sera sauvé, il arrivera à livrer son ingrédient, qui, vous l'aurez compris, est l'ingrédient phare qui permet de créer le sérum de super soldat. Évidemment, le nom d'Abraham Erskine, l'inventeur du sérum, est cité autant que le nom de Crâne Rouge, et il me semble même que le nom de Captain America est cité. Donc il y a bien des connexions avec le MCU, et croyez-moi, celle-ci n'est que la première. Et pour vous donner un peu l'eau à la bouche, il y en a de bien plus grosses. Voilà, donc juste ça, l'épisode est très très fort. Donc l'épisode va se terminer sur cette victoire, et d'ailleurs Yo-Yo se fait offrir de nouveaux bras par Jemma, des bras qui ressemblent à de vrais bras, parce que il faut que Yo-Yo puisse aller sur le terrain, et des bras de robots dans les années 30, on va dire que c'est pas ouf. Donc voilà, y a May qui sera sortie de sa cryogénisation auprès de Enoch, et elle va se comporter assez bizarrement, comme si elle était devenue froide. Alors, je sais que le personnage de May de base est quelqu'un de très froid, mais genre là, vraiment, c'est poussé à l'extrême. Et quand elle va voir le Coulson LMD pour la première fois, donc elle va quand même revoir le visage de Coulson en face d'elle, vivant, et ça va pas la perturber, mais alors pas du tout, et au contraire, elle lui passe devant, et genre elle s'en bat les roubignoles pour garder la monétisation. Donc voilà, l'épisode se termine bien. Malheureusement, au moment de repartir, Enoch n'aura pas réussi à remonter à temps dans le Zephyr, puisqu'il était aussi allé sur le terrain, et il restera bloqué en 1931, et là, ça commence un peu mal. On arrive à l'épisode 3, les Chronicom ayant échoué décident de se rendre en 1955, on va d'ailleurs avoir la première apparition de Sybil et du flux temporel, et les Chronicom s'intéressent au projet Helius, un projet lancé par le Shield dans la zone 51, qui est une de leurs bases, ça c'est plutôt cool, et le projet consiste en gros à expérimenter la fusion nucléaire avec un très gros réacteur. Le Shield sait déjà que ce projet n'a pas abouti à l'époque, mais les Chronicom vont vouloir faire en sorte que ça aboutisse, justement, pour qu'ils puissent détourner le réacteur en bombe, et donc tuer les plus grandes têtes du Shield de l'époque qui se trouvent à ce moment-là dans la zone 51. C'est donc Coulson et Jemma qui vont s'infiltrer dans la base. Coulson prend l'identité du ministre de la Défense, si je dis pas de bêtises, et Jemma va prendre l'identité de l'agent Carter, deuxième connexion au MCU, qui est à l'époque quand même l'une des 3 personnes qui a été à l'initiative de la création du Shield. Leur but est d'infiltrer la base pour repérer les Chronicom et les arrêter avant qu'ils détournent le réacteur, mais pas de bol, ils vont se faire griller puisque débarque un personnage, et pas des moindres, qui vient tout droit de la série Agent Carter, et c'est même pas une blague. Pour ceux qui ont vu la série Agent Carter, vous savez que c'est un gros personnage puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que de l'agent Daniel Sousa, qui dans la série était censé devenir le love interest de Peggy après Steve Rogers. Malheureusement, vous savez que la série sur Agent Carter a été annulée au bout de 2 saisons, donc on ne sait pas vraiment s'ils se sont mis en couple. Le fait est qu'ils se connaissent. Et
Évidemment, Souza va apprendre que l'agent Carter est dans la base, donc il va s'empresser d'aller la voir parce que ça fait quand même un bail qu'il n'a pas vu. Et évidemment, là, Gemma va se faire griller puisqu'elle n'est pas l'agent Carter. Elle va donc... Souza va donc l'appréhender. Et Coulson va aussi se faire arrêter, ce qui va laisser la voie libre au Chronicom. Daisy va alors venir leur sauver les miches en se faisant passer pour un agent de la CIA auprès de Souza. Elle va réussir à libérer Coulson et Gemma, mais pas de chance, les Chronicom commencent à activer le réacteur. Gemma, Daisy et Coulson vont alors enfermer Souza dans une cellule et vont essayer d'arrêter les Chronicom, avec l'aide de May et Yo-Yo qui les ont aussi rejoints entre-temps. Ils vont se séparer parce qu'il y a un Chronicom qui essaye d'activer le réacteur à distance et il y en a un autre qui va directement au réacteur pour le faire exploser. May et Yo-Yo vont aller se battre avec le Chronicom qui essaye de faire sauter directement le réacteur et Daisy et Gemma et Coulson vont rester près du Chronicom qui essaye de tout faire sauter à distance. L'agent Souza va alors se libérer et les Chronicom seront neutralisés, mais Souza va appréhender Coulson, tandis que le reste de la team va réussir à s'échapper de la base et fin de l'épisode. On arrive alors à l'épisode 4, mais on n'a pas changé de temporalité, on arrive d'ailleurs à la date du 22 juillet 1955, et cette date, c'est le jour où l'agent Souza est tué et devient un héros pour le SHIELD. À cette date, il était censé livrer un gadget technologique à Howard Stark, troisième connexion au MCU. Il y est arrivé et cette mission a contribué à faire grossir le SHIELD. Le but des Chronicom est donc de tuer Souza avant qu'il ne livre son paquet. Coulson, qui est alors capturé, va se faire passer pour le contact de Souza qui était censé l'aider à livrer le paquet à un autre contact qui lui devait le livrer à Howard Stark. Je sais, c'est un peu compliqué. Et malheureusement, on n'a pas de caméo de Howard dans la série. C'est dommage, mais bon, il y a quand même la mention. Souza, ne connaissant pas vraiment la tête de son contact, il va croire Coulson sur parole et il va le libérer. Et ensemble, ils vont partir pour aller livrer le paquet. Une fois sorti dehors, Coulson parvient à reprendre contact avec Enoch, qui est resté dans une planque du SHIELD, et Enoch va le mettre en relation avec le Zephyr pour que toute l'équipe soit au courant de la situation. Ils vont faire en sorte que le paquet soit livré, les Chronicom seront cependant là pour tuer Souza, mais le SHIELD parviendra à faire croire à sa mort, alors qu'en réalité, il est bien en vie et il a été embarqué dans le Zephyr, carrément. Les Chronicom savent bien évidemment qu'ils n'ont pas gagné et vont alors rapprocher Wilfrid Malik, qui est devenu une personne importante au sein du SHIELD, mais qui est en réalité du côté d'Hydra. Les Chronicom vont lui expliquer que des agents du SHIELD sont venus du futur pour détruire Hydra. Fin de l'épisode. Épisode 5, et cette fois, l'équipe atterrit en 1973 et elle décide de rejoindre Enoch dans sa planque, mais ce dernier n'y est plus depuis un an. Et il y a un gros souci puisque Wilfrid Malik se trouve dans cette même planque avec plein d'autres agents du SHIELD, mais normalement l'histoire dit que Malik est mort depuis 1969. Donc le cours du temps a été altéré, c'est la merde, et c'est peu de le dire puisque les Chronicom lui ont donné accès au projet Insight 40 ans en avance. Et même si c'est pas possible de les lancer avec des héliporteurs, vu que les héliporteurs n'existent pas encore en 73, eh bien, ils peuvent le faire simplement avec des satellites à lancer dans l'espace. Et c'est exactement pour ça que Malik est là avec plein d'agents du SHIELD. Ils sont en train de faire la fête pour inaugurer le lancement du projet Insight. L'équipe va donc se diviser. Une grosse partie va chercher des informations sur le projet Insight, tandis que Yo-Yo et Mac vont essayer de s'infiltrer dans la base du phare pour juste avoir une planque, et normalement en 1972, le phare est censé être abandonné, sauf que comme l'histoire a été altérée, eh bien le phare est occupé par le SHIELD, et en plus c'est de là que va être lancé le projet Insight. Et on a une troisième altération de l'histoire, les fils de Wilfrid, Gideon Malik et Nathaniel Malik, sont présents à la fête. Or, Nathaniel est censé avoir été sacrifié pour ramener Alveus sur Terre il y a 2 ans de cela. Daisy parvient alors à trouver la liste des victimes de Insight et dedans il y a 7 noms intéressants, ça n'a absolument aucun impact sur la série mais ce sont des easter eggs ultra sympas donc je vais vous les dire. Il y a d'abord Victoria Hand qu'on avait vu en saison 1 et qui se fait tuer par Ward,
Le second nom, c'est Jim Morita, qui est un des anciens alliés de Captain America durant la Seconde Guerre mondiale et un ancêtre du directeur de l'école de Peter Parker. Donc là, en soi, on a une nouvelle connexion MCU qui est la 5e, vu que le projet Insight est la 4e. On a ensuite Robert Gonzalez, qui était un ancien haut gradé du Shield vu en saison 2 et tué par Jia Ying. Il y a Conrad Murphy, qui dans les comics est le père de Sandra Murphy, et cette fille-là, c'est une des membres des Secret Warriors. On a David Robinson, qui était un sénateur à l'époque de Captain America, et d'ailleurs, je me demande pas si on voit d'ailleurs ce sénateur dans Captain America, il me semble que oui. On a Betty Wright, qui est une chanteuse américaine qui, dans la vraie vie, est morte très récemment, en mai précisément. Et le meilleur pour la fin, Bruce Banner, qui n'a que 4 ans à ce moment-là, 6e connexion avec le MCU. Et Daisy le mentionne d'ailleurs en tant qu'un futur Avengers. 7e connexion au MCU, voilà, moi je vous le dis, ça fait plaisir. Bon, en soi, non, c'est... Bruce Banner en Avengers, c'est une connexion en une, mais voilà. Et Bruce Banner est mentionné, c'est très bien déjà. Wilfrid Malik va cependant griller certains membres de l'équipe, étant donné qu'il en avait déjà vu lors des 2 premiers épisodes de la saison, quand il était encore jeune et qu'il devait livrer l'ingrédient du sérum de super soldat. Heureusement, le méchant est accompagné de ses amis Chronicom, qui demandent à Coulson et l'équipe de se rendre, sauf que Daisy a pris Nathaniel Malik en otage. Wilfrid panique alors à l'idée qu'un truc puisse arriver à son fils et décide de laisser partir le Shield. Toute l'équipe réembarque alors dans le Zephyr. On apprend au passage que Peggy Carter et Nick Fury sont visés par le projet Insight, logique, connexion au MCU, merci, mais un nouveau voyage dans le temps se programme brusquement et tout le monde est propulsé en 1976 au moment où le projet Insight va être lancé. Il n'y a pas de liaison, c'est pas bien, prof Marvel. Le but de l'équipe est alors la suivante. Le suivant, j'arrive pas à parler, bordel! Inonder le phare pour empêcher le lancement d'Insight. Malheureusement, Mac va se rendre compte que les Chronicom ont enlevé ses parents et les ont placés comme prisonniers du Shield. Mac demande alors l'annulation immédiate de la mission et le projet Insight est malheureusement lancé. Bien évidemment, l'équipe réussira quand même à empêcher les satellites de tirer. Wilfrid Malik sera tué, les parents de Mac seront secourus, mais 3 problèmes se posent alors. Coulson et May ont été capturés par des membres du Shield qui occupaient le phare. Daisy et Dick se font aussi capturer, mais par Nathaniel Malik, qui a été approché durant les 4 dernières années par les Chronicom. Et Jemma dit à Enoch qu'elle avait l'impression d'avoir dérapé pendant le moment où Enoch n'était plus là. Et en entendant ça, Enoch l'emmène dans une autre pièce pour faire le point avec elle. Et la scène est vraiment très chelou, on sent qu'il y a un truc qui se passe. L'épisode se termine alors sur Nathaniel qui contacte une personne travaillant pour Daniel Whitehall. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est un des méchants de la saison 2 qui a un peu charcuté Jia Ying, la mère de Daisy. Et Nathaniel va demander à récupérer une méthodologie de chirurgie que Whitehall employait sur les Inhumains pour voler leur pouvoir. Clairement, ça pue. L'épisode 6 commence, et comme Insight a été détruit par le Zephyr, l'équipe a révélé sa position aux Chronicom parce que jusque-là ils volaient en mode invisibilité, donc les Chronicom leur tirent dessus, le Zephyr est touché, Jemma, Dick et Enoch vont tenter de le réparer parce que l'appareil menace de faire voyager dans le temps aléatoirement, mais manque de peau, Jemma a des problèmes de mémoire, elle ne sait plus comment réparer le Zephyr, et Enoch lui dit à nouveau des trucs du genre « T'inquiète, ça va bien se passer ». De leur côté, Coulson et May se font interroger, mais ils parviendront à se libérer. Ils trouveront d'ailleurs une machine Chronicom que Coulson va utiliser, et il va alors rentrer pour la première fois en contact avec Sybil, qui va répondre à quasi toutes ces questions. Donc pourquoi vous faites ça ? Ah, vous avez un flux temporel, ça sert à quoi ? Etc. etc. Du côté de Nathaniel, celui-ci décide d'expérimenter sur Daisy pour récupérer ses pouvoirs et il va réussir. Malheureusement pour lui, lorsqu'il va ramener Daisy et que Sousa et elle vont tenter de s'échapper, lui va se servir de ses pouvoirs et va s'évanouir. Et donc, Daisy et Sousa réussiront à s'échapper. Ensuite, on revient du côté de Jemma, Dick et Enoch. Et quand Dick va rentrer dans la pièce où se trouvent Enoch et Jemma,
il voit Enoch littéralement en train d'opérer Gemma à l'arrière du cou. Et là, il se dit waouh, mais en fait, Enoch, c'est un gros traître, il est en train de charcuter Gemma. Je sais pas ce qu'il est en train de lui faire, mais il est en train de la charcuter. Alors, il se met en mode furtif et il arrive à neutraliser Enoch. Sauf que Gemma se réveille et lui dit en gros, mais espèce d'abruti, fallait pas faire ça. Et il fallait pas faire ça, effectivement, elle a raison. Gemma explique alors qu'Enoch était en train de réparer sa mémoire pour qu'elle puisse se rappeler comment réparer le Zéphyr. Dick demande alors des explications et Gemma lui révèle qu'elle a un implant à l'arrière du cou qui lui sert à oublier où se trouve Fitz pour qu'elle ne puisse pas révéler sa position et donc ne pas mettre en péril la mission. Elle lui dit d'ailleurs de ne surtout rien dire aux autres membres de l'équipe car moins de gens seront au courant de ce truc là et moins ça laissera de chance au Chronicom d'extirper des informations. Finalement, ils arrivent à réparer le Zéphyr et un nouveau saut temporel est sur le point de se déclencher. De leur côté, Mac et Yo-Yo retournent dans le phare pour récupérer les parents de Mac. Ils parviennent à les faire sortir et à les faire monter dans un Quinjet, mais ils vont finir par comprendre que ces deux-là sont en réalité des Chronicom et que les vrais parents de Mac ont été assassinés. Mac va alors tuer ses faux parents, mais ça va grave le troubler parce que justement, ils avaient l'apparence de ces gens-là et tuer ses propres parents, c'est pas toujours agréable, je pense que vous en conviendrez. Tout le monde se rejoint alors dans le Zéphyr, à l'exception de Coulson, qui reste dans le phare et qui parvient à trouver la localisation de l'armée Chronicom, et il va littéralement se faire exploser avec eux, ce qui fait que normalement, l'ennemi est vaincu. L'équipe à bord du Zéphyr saute alors dans le temps en 1982, et une fois posé à terre, Mac, qui est toujours bouleversé par ce qui vient de se passer avec ses faux parents, prend sa moto et fait à moitié une fugue, il est pas bien quoi, donc il se barre du Zéphyr avec sa moto, il a juste besoin de prendre l'air. Sauf que, comme c'est rigolo, le Zéphyr se programme pour un autre voyage dans le temps. Dick décide alors d'aller chercher Mac en vitesse pour qu'il puisse remonter dans le Zéphyr. Sauf que vous vous en doutez, le Zéphyr va sauter dans le temps. Dick et Mac sont alors bloqués en 1982. Sauf que, ils sont tous les deux tout seuls, quoi. Ah, c'est rigolo ça. On passe à l'épisode 7. On passe alors à l'épisode 7 qui reprend en 1982. Sybil a survécu à l'attentat de Coulson et s'est échappée dans un réseau informatique. Elle approche alors un homme qui travaille dans l'informatique et elle va le manipuler pour qu'il lui crée un corps. Ce que le mec va faire évidemment vu qu'il est impressionné, on est en 82, la technologie à cette époque-là c'est pas encore trop ça, donc le gars il voit une intelligence artificielle l'approcher directement dans le réseau et lui parler comme un être humain normal, comme un être humain normal, et il va se dire waouh, mais c'est fou, il faut absolument que je communique avec ce truc-là, donc il va le faire. On passe alors à l'épisode 7 qui reprend en 1982. Sybil a survécu à l'attentat de Coulson et s'est échappée dans un réseau informatique. Elle approche alors un homme qui travaille dans l'informatique et elle va le manipuler pour qu'il lui crée un corps, ce que le mec va évidemment faire. Du côté de Mac et de Dick, Mac fait toujours la gueule, il tombe en dépression et il va décider de s'isoler et d'aller vivre sa vie normale. Et Dick essaye de l'aider en lui rendant visite régulièrement, tout ça pendant 2 ans, mais Mac va l'envoyer chier quasiment à chaque fois. Heureusement, Dick va finalement réussir à attirer l'attention de Mac en créant un groupe de musique appelé la Dick Squad, dans lequel il reprend des musiques très populaires des années 80 qui ne sont normalement pas encore sorties. Et en réalité, ce groupe est une couverture car les membres sont de nouveaux agents du SHIELD formés par Dick et ils se sont tous installés dans le phare que Dick a réinvesti. Par ailleurs, comme Dick c'est un petit génie, il a réussi à récupérer les données de Coulson qui s'étaient transférées dans un disque dur et il a réussi à l'isoler dans une télévision, ce qui permet à Dick d'être un minimum bien dirigé dans ce qu'il fait. Et Coulson prévient d'ailleurs que si lui a pu survivre, alors Sybil en a fait de même et il a raison puisque cette dernière a eu le droit à un nouveau corps. Elle a d'ailleurs tué l'humain qui le lui avait fait et elle a fabriqué un Chronicom qui a exactement le même corps qu'elle. Elle va
Ensuite, laisser le Chronicom qu'elle a créé s'infiltrer dans le phare pour tuer Dick, Mac, Coulson et les autres agents, mais la tentative échouera. Elle ira alors voir Nathaniel Malik et elle lui donnera accès au flux temporel, tandis que le Zephyr redébarquera d'un voyage dans le temps et déposera Yo-Yo et May qui se chargeront d'aller récupérer Dick, Mac et Coulson. On passe à l'épisode 8, et même si le Zephyr a été réparé, la machine à voyager dans le temps dysfonctionne et fait sauter le vaisseau toujours exactement au même endroit mais un peu plus loin dans le futur à chaque fois. Le problème est qu'au bout d'un moment, ça va créer une surtension et détruire le vaisseau. Le seul moyen d'arrêter ça, c'est alors de retirer l'alimentation de la machine, mais le truc c'est qu'elle désintègre tout ce qui s'approche d'elle dans un périmètre très proche. Il y a juste une fraction de seconde où ça s'arrête et où on peut l'enlever, mais humainement, personne n'est assez rapide. La solution, c'est que Yo-Yo utilise son pouvoir, mais depuis qu'elle a été contaminée par le Shrike, elle ne peut plus l'utiliser, et personne ne s'y connaît en biologie inhumaine pour régler le problème. Daisy propose alors qu'elle rende visite à sa mère Jia-Ying, qui se trouve dans l'Afterlife, afin que Yo-Yo puisse retrouver ses pouvoirs et que le Zephyr soit sauvé. Yo-Yo accepte et y va avec May. Elles vont toutes les deux dans l'Afterlife et tombent sur une fille nommée Cora, une inhumaine qui tente de s'enfuir mais qui se fait rattraper par les hommes de Jia-Ying. Du coup, les deux femmes sont amenées à Jia-Ying et cette dernière décide d'aider Yo-Yo après avoir prouvé qu'elle était bien inhumaine. Tout au long de l'épisode, il y aura des progrès, mais ça ne fonctionnera finalement pas, et alors que les deux femmes s'apprêtent à repartir, Cora s'enfuit à nouveau et s'apprête à se suicider parce qu'elle ne maîtrise pas ses pouvoirs inhumains et qu'elle en a marre de l'Afterlife et de Jia-Ying. Elle est alors rapprochée par Nathaniel qui maîtrise maintenant les pouvoirs de Daisy et il lui propose de le rejoindre parce qu'il va lui donner un moyen de l'aider. Cora accepte et Nathaniel envahit l'Afterlife avec des hommes à lui. Ils parviennent à capturer tout le monde à l'exception de Jia-Ying qui a été mise en sécurité par Yo-Yo et May. Les deux femmes parviennent ensuite à revenir au Zephyr et Yo-Yo parvient à réparer la machine, à remonter dans le temps, après avoir compris qu'elle pouvait quand même passer au-dessus de son blocage et donc retrouver ses pouvoirs. Enoch prend alors le temps d'étudier la machine à voyager dans le temps, mais elle se réactive brusquement et le Shield est à nouveau lancé dans le futur. On passe à l'épisode 9, et celui-ci c'est un épisode filler, un épisode où en gros la série fait une pause sur l'intrigue principale, et en gros ils sont coincés dans une boucle temporelle et seuls Daisy et Coulson en ont conscience, donc ils vont s'arranger pour essayer de s'en sortir. L'épisode reste quand même un peu important puisque le seul moyen de s'en sortir, c'est de retirer l'implant de Gemma, sauf que durant l'une des boucles, ils vont réussir et Gemma va se mettre à paniquer et à se rappeler d'un truc horrible qui l'a fait pleurer, genre comme si s'était passé une horreur à laquelle elle ne pouvait déjà plus rien. Résultat final, on apprend que Enoch a été reprogrammé pour protéger l'implant de Gemma à n'importe quel prix. L'équipe n'aura donc d'autre choix que de tuer le Chronicom. Et juste avant de mourir, Enoch précisera à Daisy et Coulson qu'il a vu le futur et que la mission du Shield contre les Chronicom sera la dernière mission que toute l'équipe passera ensemble. Une fois sorti de la boucle, on arrive à l'épisode 10. Tout le monde est encore coincé dans les années 90 et Nathaniel va approcher John Garrett, méchant de la saison 1 pour ceux qui l'ont oublié, et il va le rallier à sa cause et lui proposer d'obtenir un pouvoir inhumain. L'équipe du Shield quant à elle se trouve dans le phare, Daisy révèle à Gemma l'état dans lequel elle était quand on lui a retiré l'implant, et au travers d'une discussion avec Dick, Gemma va commencer à penser fortement que ça se trouve, Fitz est mort et que c'est pour ça que dans la boucle temporelle, elle était anéantie. Dick va quand même essayer de lui dire que non, qu'il faut pas penser à ça, mais le doute va persister et c'est totalement cohérent puisque Gemma a, au travers des épisodes, envoyé des messages à Fitz, même si elle n'était pas censée le faire, et il n'y a jamais eu de réponse. Le Shield va alors donner sa localisation à Jia-Ying et cette dernière va les rejoindre avec Gordon. Pour ceux qui se rappellent pas de lui, c'était l'inhumain capable de se téléporter dans la saison 2 et qui n'avait pas d'yeux.
Et on apprend que le cours du temps continue de s'altérer puisque le Triskelion a été construit avec des années d'avance et forcément il va y avoir quelques scènes entre Daisy et Jia-Ying. Daisy va apprendre que Korra n'est autre que la fille de Jia-Ying, donc sa sœur, et elle comprend par la même occasion que quand elle était venue au monde dans la timeline originelle, Korra avait déjà été tuée, donc le fait que Korra soit en vie, c'est une altération du temps. L'équipe passe alors à l'action, Gordon et Coulson s'infiltrent dans l'Afterlife pour sauver les Inhumains capturés par Nathaniel, mais Gordon est neutralisé et Nathaniel récupère ses pouvoirs pour les donner à Garrett. Coulson est capturé et assiste au transfert de pouvoir, puis il est enfermé avec Gordon dans une pièce de l'Afterlife conçue pour retenir les Inhumains. Ils parviendront tout de même à sortir, mais Gordon se fera malheureusement tuer. Et du côté du phare, Daisy va révéler à Jia-Ying qu'elle vient du futur et que c'est grâce à elle qu'elle a appris à maîtriser son pouvoir. Un problème survient alors, Garrett s'infiltre dans le phare avec Nathaniel et Korra, et Nathaniel va faire face à Daisy et Jia-Ying. Il va tuer Jia-Ying juste après lui avoir révélé que Daisy est sa fille, et puis il va se casser. Garrett de son côté parvient à enlever Gemma, à s'emparer d'un Quinjet dans lequel se trouvait Dick, et il va les embarquer avec lui vers le QG de Sybil qui se cache dans l'espace. Enfin, Nathaniel ne sort pas vainqueur, puisque Korra a été capturée par le Shield, mais vu qu'il a capturé Gemma et Dick, il compte bien connaître la localisation de Fitz avant de pouvoir le tuer, et donc de vaincre le Shield avec les Chronicom. Épisode 11, Nathaniel sonde la mémoire de Gemma, mais l'implant le lui en empêche, et justement, il n'est pas au courant que Gemma a cet implant, il ne comprend donc pas pourquoi il n'arrive à rien, et ça l'énerve. De leur côté, Daisy, Souza et Mac décident de prendre un Quinjet pour se rendre dans l'espace et venir libérer Dick et Gemma, tandis que du côté du phare, Korra parvient à désactiver les systèmes de sécurité informatique de la base depuis sa cellule, ce qui permet à Sybil d'accéder au phare et donc de communiquer directement avec Coulson. Maeve va alors essayer de montrer à Korra qu'elle se fait manipuler, elle lui montre le corps de Jia-Ying, et elle lui dit que c'est Nathaniel qui l'a tué, mais Korra va refuser d'y croire, et de toute façon, Garrett arrive dans le phare grâce à son pouvoir de téléportation, et il va ramener Korra dans l'espace auprès de Nathaniel et des Chronicom. De son côté, en cherchant dans les souvenirs de Gemma, Nathaniel découvre l'existence de l'implant de la jeune femme, et on apprend qu'il devait servir à simplement oublier la localisation de Fitz, mais il s'est passé un truc grave, et on ne sait pas quoi, et donc Fitz a alors proposé à Gemma de modifier l'implant pour qu'elle oublie les événements et qu'elle puisse accomplir la mission. Nathaniel va alors sortir de sa machine à sonder les souvenirs, Gemma va se réveiller et va aller parler à Dick, qui est dans un sale état parce qu'il s'est fait un peu tabasser par les Chronicom pour qu'il puisse avoir des infos. Et Dick lui dit que, au vu de la réaction de Nathaniel, c'est cool, il a pas trouvé Fitz. Ce à quoi Gemma répond « Mais de qui tu parles ? C'est qui Fitz ?» C'est la merde. Gemma a donc oublié Fitz et elle a oublié pourquoi elle se bat et donc elle commence vraiment à perdre la mémoire de fou. Enfin, on apprend que Sybil a pu recomposer une flotte Chronicom et Coulson et Yo-Yo découvrent qu'elle a accès à l'emplacement de toutes les bases du Shield, donc logiquement, elle devrait tout attaquer pour déglinguer le Shield une bonne fois pour toutes. Coulson va alors tenter de contacter les autres bases, mais elles vont bien évidemment être détruites par des tirs depuis l'espace, le Triskelion est bien entendu inclus. Arrive l'épisode 12, Daisy, Mac et Souza s'infiltrent dans le vaisseau mère des Chronicom pour sauver Gemma et Dick, et Nathaniel et les Chronicom ont trouvé le moyen de dissoudre l'implant de Gemma, donc on va bientôt savoir la vérité au sujet de Fitz, s'il est mort ou non et qu'est-ce qui s'est passé avec Gemma, etc. Garrett va alors revenir de nouveau dans le phare pour poser des bombes et faire exploser la base. Il se fera, malheureusement pour lui, neutralisé par Coulson, May et Yo-Yo, bien que son objectif ait été partiellement atteint et que le phare se fasse en partie détruire. D'un autre côté, des tensions s'installent du côté de Nathaniel. Il veut absolument tuer Daisy, mais Sybil lui demande de la laisser rejoindre Gemma, car statistiquement, ils auront plus de chances d'obtenir la vérité auprès de Gemma si Daisy la rejoint. Mais Nathaniel commence à en avoir ras-le-bol du flux temporel, des statistiques, des prédictions. Lui, tout ce qu'il veut, c'est déglinguer le Shield. Donc, il va convaincre Korra que Daisy est très méchante
et qu'il faut aller la tuer. Les deux sœurs se font alors face, mais ne se battent pas car Daisy essaye de la convaincre qu'elle est dans le mauvais camp. Cora va alors rebrousser chemin et s'excuser auprès de Nathaniel en lui disant qu'elle n'a pas réussi à voir Daisy comme une ennemie et que ce qu'elle lui a raconté faisait du sens. Ça va évidemment saouler Nathaniel et il va la faire emprisonner. De son côté, Daisy parvient à libérer Gemma et Dick et à les ramener au vaisseau où il y a Mac et Sousa. Et ils repartent tous, mais Sybil n'a pas pu voir la vérité sur Fitz étant donné que Nathaniel a un peu merdé avec Cora. L'équipe dans l'espace décide donc de rentrer sur Terre, et pendant ce temps-là, Coulson, May et Yo-Yo captent une transmission codée qui leur donne la localisation d'un 084. Pour rappel, un 084, c'est le nom que donne le Shield à tout objet ou individu dont l'origine et la fonction est inconnue. Et ce 084 pourrait possiblement les aider à vaincre la menace Chronicom. Garrett a entre-temps retourné sa veste parce que Nathaniel lui a fait une douille, donc il va décider d'aider l'équipe. Il propose donc à Coulson et tout le monde de les mener directement à la localisation du 084, mais quand ils vont arriver, Garrett va se faire tuer par un groupe de personnes se cachant dans la pénombre, donc ça pue quand même un peu. Cependant, il s'avère que les gens dans la pénombre, ce sont des agents du Shield qui ont eux aussi capté la transmission codée et qui ont eu pour ordre d'amener chacun un 084 qu'ils ont protégé durant toute leur carrière d'agent. Ils sont alors rejoints par Dick, Daisy, Sousa, Mac et Gemma, et Coulson finit par comprendre que c'est Enoch qui a chargé à tous ses agents de ramener un 084 et il l'a fait durant tout ce temps où il était resté bloqué dans le passé pendant la première partie de la saison. Le Shield n'est donc pas perdu et normalement tous les 084 devraient servir à vaincre les Chronicom. On a alors Gemma qui oublie plein de choses mais en même temps elle s'en souvient de plein d'autres à la fois et bizarrement elle commence à se souvenir que tous les 084, elle est capable de les assembler en un seul objet. Elle va donc s'exécuter, et lorsqu'elle arrive à terminer l'objet et à l'utiliser, cela va ouvrir une porte secrète dans le lieu où il se trouve, et ça va donner accès à une nouvelle pièce. Et dans cette pièce se trouve une machine qui ressemble à s'y méprendre au plafond de la passerelle quantique d'Avengers Endgame. Oui, connexion au MCU les enfants. Est-ce que vous voyez le truc venir à 100 km du coup ? Gemma active la passerelle quantique, un portail spatio-temporel s'ouvre et une personne masquée en sort. Mais qui est cette personne masquée ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire ? Oui, il s'agit effectivement de Léopold Fitz, bien en vie. Tout le monde se réjouit alors de le revoir. Lui aussi se réjouit parce que son plan a fonctionné. Le problème est que Gemma ne se souvient toujours plus de qui il est, et elle ne se rappelle même plus que c'est son mari et qu'elle l'aime. Pour elle, c'est vraiment un pur inconnu. L'épisode se termine, les Chronicom de leur côté se préparent à attaquer tous les agents du Shield, réunis au même endroit, au même moment. Ça y est, on arrive enfin au dernier épisode de la saison, et le dernier épisode de la série tout entière. C'est ici que tout va se jouer. Tout d'abord, on apprend toute la vérité au travers de Fitz. Il révèle que depuis le départ, il était resté dans la timeline originelle, que c'est de là qu'il venait, et que tout le monde pouvait y revenir via le royaume quantique, et que tout ce qui se passe depuis le début de la saison, toutes les altérations du temps, tous les voyages, tout ça c'était prévu et c'était nécessaire pour éliminer la menace Chronicom. Toutes ces altérations étaient nécessaires parce qu'il fallait que Cora soit encore en vie, parce que c'était elle la clé du plan final. Et là, on se dit, bon, ok, c'est très bien, mais comment t'as fait pour prévoir tout ça ? Eh bien, en fait, dès le départ, et même bien avant la fin de la saison 6, au moment où Enoch revenait dans une peau différente pour sauver Gemma et Fitz, celui-ci avait réussi à voler au Chronicom une copie du flux temporel. Enoch les avait alors emmenés loin dans l'espace et avec l'aide de Flint, le garçon qui est capable de créer des monolithes, ils avaient pu voyager dans le temps grâce à un monolithe temporel et prendre tout leur temps pour améliorer le Zéphyr et le transformer en appareil capable de voyager dans le temps.
Et du temps ils en ont pris puisque vu qu'ils étaient cachés, Fitz et Gemma ont enfin pu vivre la vie de couple dont ils rêvaient pendant des années, sauf que évidemment ça ne pouvait pas durer éternellement, et le jour où l'implant de Gemma était prêt, eh bien il fallait passer à l'action. Ils sont alors revenus avec le Zéphyr dans le présent, donc à la fin de la saison 6. Fitz, lui, est resté en arrière pour rentrer dans le royaume quantique, tandis que Gemma venait chercher tout le monde dans le temple de Heysel avant que celui-ci ne soit détruit. Et à la manière de Ant-Man, eh bien Fitz, lui, n'est resté qu'un petit instant dans le monde quantique, puisqu'il a pu passer de la timeline originelle à la timeline altérée sans souci. Il explique d'ailleurs à tout le monde que c'est bon, on peut repasser dans le royaume quantique pour revenir dans la bonne timeline. Sauf que Coulson va refuser de partir et de laisser la timeline dans laquelle il se trouve actuellement aux mains des Chronicomes, et tout le monde va alors réfléchir à un plan qui va aboutir à ça. Ramener les Chronicomes dans la timeline originelle à travers le royaume quantique et les dézinguer grâce à Cora et ses pouvoirs, qui va en gros permettre de donner de l'empathie à tous les Chronicomes, ce qu'ils n'avaient jamais ressenti jusque-là, et le tout en espérant que ils passent du coup du bon côté. Alors, d'accord, mais le truc c'est qu'il faut utiliser une quantité non négligeable d'énergie pour ramener toute la flotte des Chronicomes dans le royaume quantique, donc il faut que quelqu'un reste dans la timeline altérée pour s'assurer de déployer toute l'énergie requise. L'agent Souza va alors se dévouer étant donné qu'il est un homme hors du temps, ça fait des années qu'il aurait dû mourir et le choix est juste logique. Sauf que Dick l'interrompt en lui disant que lui c'est pas mieux parce qu'il vient d'un futur qui n'existe plus et que de toute façon il sera amené à renaître plus tard étant donné qu'il est le petit-fils de Gemma et de Fitz, et même si c'est pas exactement le même Dick, eh bien on le reverra, donc c'est pas grave si il se sacrifie. Tout le monde s'exécute et entre-temps, Fitz a réussi à réparer la mémoire de Gemma. Elle se rappelle de tout ce qui s'est passé et de pourquoi ils se battent. Et il y a une raison bien plus particulière que de sauver la Terre, de vaincre les Chronicomes, mais ça on va en parler après. Finalement, l'équipe revient dans la bonne timeline avec les Chronicomes, Dick reste dans la timeline altérée et évidemment, les Chronicomes sont vaincus. Nathaniel meurt, Gemma retourne alors auprès de la machine dans laquelle Fitz s'était installé pour voyager dans le monde quantique, et en ouvrant une porte à l'arrière de cette machine, on voit une petite fille en sortir, et cette petite fille elle s'appelle Alia, et cette fille-là c'est justement la raison pour laquelle ils se battaient depuis le départ, c'est la fille de Gemma et Fitz. Et oui les amis, ils ont eu un gosse. Et si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, Gemma et Fitz sont revenus dans le passé et c'est à ce moment-là qu'ils ont pris leur temps pour fonder leur famille. Et c'est super mignon. Et la série est quasiment terminée. Mais attendez, c'est pas la fin. Comme dans Avengers Endgame, on a un petit bond. Alors, la série ne fait pas un bond de 5 ans, elle fait un bond de 1 an. Et voilà où sont tous les personnages 1 an après la fin des Chronicomes. Gemma et Fitz ne sont plus des agents du Shield et ils mènent une vie de couple et de famille parfaitement normale avec leur fille Alia. May est devenue enseignante dans une académie du Shield flambant neuve, une académie qui a été sobrement nommée l'Académie Coulson, et le personnage de Flint dont je vous parlais tout à l'heure est devenu élève de cette promotion. Il est donc en passe de devenir un agent du Shield. Yo-Yo est aujourd'hui l'agent du Shield la plus efficace et la plus prestigieuse, elle fait toujours des missions sur le terrain, et elle est en trio avec Piper et Davis, qui n'est pas du tout le vrai Davis d'ailleurs, puisque si vous vous en rappelez, il est mort en saison 6, c'est un Davis version LMD, et j'ai volontairement fait une impasse sur cette histoire parce que c'est pas du tout essentiel, donc à vous d'aller regarder la série pour comprendre le pourquoi du comment. Mac, lui, est resté directeur du Shield et il dirige tous ses agents depuis un héliporteur, et c'est un easter egg très puissant à Nick Fury puisqu'il a une tenue très similaire à lui, c'est-à-dire qu'on le voit sur l'héliporteur avec, alors il a pas le bandeau sur les yeux, mais il a vraiment une tenue très très similaire à Nick Fury, donc on ne peut s'empêcher de penser à un easter egg parce qu'on rappelle quand même que Nick Fury a fait un caméo en saison 1.
Daisy est restée une agente, mais elle opère maintenant avec Souza et Cora. Cora est d'ailleurs devenue sa recrue, et ils opèrent tous les trois. On sait pas trop s'ils sont avec le Shield ou ils sont de leur côté. Et d'ailleurs, on se demande si du coup c'est pas une porte ouverte vers un potentiel Agents of Sword. Je pense que ça mérite une petite vidéo à elle seule, on en reparlera. Et pour terminer, le meilleur pour la fin, Coulson. On rappelle évidemment qu'il ne s'agit plus du vrai Coulson, mais d'un Coulson LMD avec la mémoire du vrai Coulson. La saison 7 revient d'ailleurs assez souvent sur la question de qu'est-ce qu'il a la sensation d'être. Est-ce qu'il a l'impression d'être un être humain ou est-ce qu'il a l'impression d'être un LMD? Et la question se pose toujours, puisque Coulson s'était laissé une année entière pour voyager un peu à travers le monde et décider de ce qu'il allait faire ensuite. Donc soit il continuait à vivre, ou soit il se désactivait. Et au terme de ces 1 an, du coup, Coulson n'a pas pris de décision, il ne sait toujours pas ce qu'il veut, et il décide de s'accorder un délai supplémentaire pour continuer à visiter le monde. Il dit qu'il a beaucoup d'endroits qu'il a toujours voulu visiter et qu'il va visiter. D'ailleurs, à chaque fois... Daisy, Mac, Yo-Yo, May, tout ça, lui disent de passer faire un tour, de passer les voir, qu'il passe les voir de temps en temps, parce que c'est Coulson, et qu'ils essayent de garder un peu les liens. Et du coup, la série va se terminer avec Coulson, qui a reçu un cadeau de la part de Mac. Et plutôt que vous le dire en oral, je vais vous laisser le regarder. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et comme à chaque fin d'épisode. We'll return in a moment.